Bonjour à toutes et à toutes, merci de votre présence. Alors nous voilà, on va pouvoir s'attaquer à cette table ronde, les quartiers entrent en résilience. Donc je vais commencer par me présenter, je m'appelle Nicolas Bremer, je suis rédacteur en chef d'un journal à destination des cadres territoriaux, dans lequel on essaie et on parle de plus en plus de la manière dont les collectivités peuvent s'impliquer de plus en plus dans ces questions, notamment sur la question de la transition climatique. On en a déjà parlé, je pense, à de nombreuses reprises hier et ce matin. Il paraît évident à tout le monde que les crises qu'on connaît, qu'on a connues, qu'elles soient d'ordre sanitaire, énergétique ou des manifestations comme cet été du réchauffement climatique, frappent évidemment ceux qui sont les plus précaires de manière beaucoup plus violente. Elle frappe ceux qui sont victimes évidemment de la précarité énergétique et de la précarité de l'habitat. Elle frappe ceux qui sont en situation de précarité par rapport à leur alimentation, par rapport à l'emploi, également par rapport à l'accès aux services publics. Et donc ce dont il s'agit aujourd'hui et dans les mois et les années qui viennent, c'est de travailler à l'invention de nouveaux modèles qui protègent et qui réparent, et en particulier à destination de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Avec une nouveauté qui change évidemment la donne de fond en comble, c'est qu'on n'a pas le temps et qu'on a une obligation de résultat qui est absolue, donc dans un temps relativement, même très réduit. Et donc ce nouveau paradigme, il nous oblige à inventer les choses d'inventer de nouvelles manières de faire et de prouver qu'on est capable d'agir à la fois sur la question de la transition écologique et environnementale, mais aussi, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, de la cohésion sociale, de l'emploi durable, du développement local. Donc voilà, c'est ça dont on va commencer à parler aujourd'hui. Je vais présenter rapidement nos intervenants. Le premier à intervenir, c'est Esteban León, qui est responsable du programme global de résilience des villes au programme Habitat des Nations Unies et qui interviendra à distance, puisqu'il est en Espagne, je crois. Nous avons ensuite, alors c'est dans l'ordre des interventions, pardon, Laurent Delquero, qui est chef de programme Résilience des territoires au Shift Project. Et puis Jean-François Caron, maire de Los-Angeles, président de l'association de la Fabrique des Transitions, de promotion de la Fabrique des Transitions, je crois. Anne-Sophie Grave, qui est ici, qui est la présidente du directoire CDC Habitat, et François Garret, maire des Mureaux. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Esteban León pour qu'il nous parle un petit peu à la fois sur la question de la résilience, comment, du point de vue du UN Habitat, ils voient ces questions de résilience, les outils qu'ils utilisent, et peut-être qu'il nous parle aussi des enjeux et peut-être à partir d'un exemple d'une ville ou de quelques villes avec lesquelles vous travaillez qui nous permettront de voir comment vous abordez cette question et les solutions que vous essayez de trouver. Je vous laisse la parole. Bonjour, excusez-moi, je n'ai pas le temps. Nous avons une traductrice, donc je pense que vous pouvez vous exprimer en espagnol et c'est tout prévu, je crois. Sí, yo soy el jefe de la CAP de Resiliencia Urbana. Je suis le directeur du City Resilience Global Program, le CRP, le sigle en anglais. Je voudrais vous remercier de cette invitation. C'est un honneur d'être là et de parler de résilience. C'est quelque chose de très important dans le monde aujourd'hui. C'est une traduction simultanée? Yes, it's simultaneous. You can go on. Donc je vais continuer.
Le monde, aujourd'hui, est de plus en plus urbanisé. Donc, la population vit dans des villes et donc nous allons devoir faire face à beaucoup de problèmes. Un autre élément très important, nous devons avoir une approche multisectorielle. Nous avons des banlieues qui sont bétonnées. Et nous avons un flux de population qui s'installe dans ces banlieues, dans ces villes. Et ils ont des problèmes économiques. Nous devons penser, réfléchir à comment penser cette migration. Comment faire face aux problèmes qui en découlent. Et donc, nous avons commencé à travailler sur ce concept de résilience. Il faut aider les villes à connaître les défis. Parce que si nous n'avons pas des villes résilientes, nous allons avoir beaucoup de problèmes par la suite. Un autre élément très important. Nous avons des quartiers qui ne sont pas adaptés aux défis d'avenir. Nous l'avons appris avec la crise du Covid. Il y a beaucoup de menaces mondiales et la réponse se trouve au niveau local. Un autre élément qu'il faut souligner, en cas de pandémie, nous voyons que nous avons des problèmes socio-économiques par la suite. Et donc, toutes les interventions doivent être urgentes. Et il faut vraiment se concentrer sur ces populations défavorisées. Nous ne pouvons pas prendre des décisions sans penser à ces populations-là. Il faut s'assurer que toutes les mesures prises soient adaptées. Parce qu'il faut prendre en compte ces populations et ces populations qui travaillent. Nous avons beaucoup d'exemples de programmes, de méthodes qui ont été mises en place pour faire face à ces défis. Dans plusieurs pays et villes dans le monde. Et nous avons travaillé sur plusieurs de ces villes. Et la question de l'eau est très importante dans ce contexte. Il faut vraiment penser à la question de l'eau, les problèmes de mobilité. Il y a plusieurs problèmes. Donc nous avons une crise et plusieurs problèmes qui en découlent. Et les autorités locales connaissent ces problèmes très bien. Dans un pays en développement, par exemple, nous savons qu'il y a des problèmes,
Le problème principal est comment appuyer ces gens qui font face à des difficultés. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment donner beaucoup d'importance à la résilience urbaine. Ici, il faut qu'on soit sûr qu'on puisse donner les instruments à ces villes pour qu'ils puissent faire face aux crises qui vont arriver. Pour finir, je veux vraiment renforcer l'idée selon laquelle les États membres des Nations Unies sont engagés vraiment pour tous les... la mise en place de la nouvelle agenda urbaine et les objectifs des développements durables et aussi l'accord de Paris. Ils sont engagés à respecter tous les accords internationaux qui ont été signés dernièrement. Tous ces accords doivent être appliqués. Il faut qu'ils soient dans la pratique. Il faut en finir avec les banlieues pauvres, avec la pauvreté. C'est la seule façon d'apporter plus de résilience aux villes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Esteban León. Thank you so much, Esteban León. Merci beaucoup. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit quels allers-retours on peut faire entre la situation internationale et peut-être avec des villes dont les caractéristiques, notamment en termes de pauvreté, ne sont pas tout à fait les mêmes que les villes françaises, quoique. Et on voit bien le lien entre le respect des accords internationaux et l'action locale, c'est-à-dire que s'il y en a un qui ne marche pas, l'autre ne peut pas marcher, dans les deux sens, je pense. Alors on va essayer de rétrécir un peu notre point de vue et de revenir sur la France. Laurent Delquerou, est-ce que vous trouvez que les enjeux qui ont été destinés par Esteban León, on les retrouve au niveau français, et notamment sur peut-être les urgences auxquelles on a à faire face et la manière dont on peut commencer à y répondre, en tout cas commencer à travailler à une réponse? Merci. Alors d'abord peut-être un mot quand même sur la définition de la résilience. C'est un mot quand même que tout le monde utilise. Donc pourquoi est-ce qu'au Shift Project on l'a repris à notre compte? On a repris ce mot valise, ce mot à la mode, pour qualifier quoi? Donc la résilience pour nous, c'est cette capacité évidemment à anticiper, à faire face aux crises, mais aussi et surtout à se transformer pour être moins vulnérable à l'avenir. Alors, quand on est au Shift, on pense à quel genre de crise? On pense évidemment aux effets de la crise climatique, sur lequel je crois que vous avez déjà largement parlé, mais on parle aussi de tous les effets, de tous les bouleversements qui vont accompagner cette transition énergétique, cette transition écologique, c'est-à-dire ce changement de système de production et de consommation. Vous avez fait allusion aux accords de Paris. La France est engagée à se décarboner complètement à l'horizon 2050. Donc si on prend ne serait-ce que la sortie des énergies fossiles, ça représente une transformation, un bouleversement qui va se faire avec énormément probablement de chocs, de crises, d'aléas, pour lequel il est important que les territoires soient résilients. Donc si on ramène ça, donc on voit bien qu'il y a une double transformation qui nécessite de la résilience pour les territoires et pour les quartiers. C'est l'adaptation au dérèglement climatique et d'une manière générale aux effets des dérèglements écologiques. On pourrait parler de l'effondrement de la biodiversité, de l'épuisement des ressources qui elles aussi ont des impacts très concrets sur les territoires.
Mais il y a une deuxième transformation, qui est la deuxième phase de la même pièce, qui est ce qu'on appelle parfois l'atténuation, mais qui est un mot un peu trop faible, pour qualifier justement cette transformation écologique, cette transition énergétique, cette transition écologique. Et ce changement de modèle, ce changement de système, et pour ce qui est du Shift Project, on se concentre principalement sur la décarbonation, donc la sortie des énergies fossiles. Alors, cette transformation, cette double transformation, je l'ai évoqué, elle appelle à un terme qui est à la mode, c'est plus de sobriété. En ce moment, le président du Shift Project, Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez sûrement, est sur tous les plateaux de télé pour parler de sobriété. Quand on parle des quartiers populaires, évidemment, il faut faire peut-être attention à la façon de parler de sobriété. Donc, et d'une manière générale, la façon dont il est évident pour nous qu'il faut absolument partager les enjeux avec l'ensemble des populations, des quartiers. Mais il faut avoir en tête que, vous l'avez évoqué, les populations les plus démunies économiquement sont à la fois les moins responsables et les plus impactées, à la fois par les dérèglements climatiques et par les transformations liées à la transition écologique, à la transition énergétique. Donc le premier point, c'est évidemment avoir en tête ces inégalités sociales et territoriales, et donc le souci d'équité. D'équité dans les efforts qui vont être demandés. Tout le monde va devoir changer, c'est pratique, mais peut-être pas de la même façon. Et donc, toutes les études montrent que le premier facteur de réussite ou d'échec de la transition, ça sera le sentiment d'équité des efforts. Donc il me semble que travailler dans les quartiers, c'est avoir ça en tête. Il y a une deuxième chose qui me paraît importante d'avoir en tête quand on s'intéresse à ces enjeux de résilience territoriale, c'est les craintes légitimes que la population en général, la population des quartiers peut avoir par rapport à ce qu'on lui présente de la transition écologique. Il y a un sujet qui a été pas mal travaillé par le Shift, qui est la question de l'emploi. La décarbonation des emplois, il y a énormément d'activités économiques qui sont très carbonées et pour lequel, inévitablement, vouloir atteindre les objectifs de 2050, c'est décarboner massivement des secteurs entiers, avec des centaines de milliers d'emplois perdus, tandis que dans d'autres secteurs, d'énormes quantités d'emplois peuvent être créés. Là aussi, tous les travaux que nous menons, chaque fois qu'on questionne l'acceptabilité des recommandations que l'on peut faire pour décarboner l'économie, la question de l'emploi arrive immédiatement. C'est-à-dire la peur de perdre son emploi arrive tout de suite. On peut imaginer que si vous parlez transition écologique à des personnes dans les quartiers dont le métier est extrêmement lié aux énergies fossiles, parce qu'ils travaillent, je ne sais pas moi, à Roissy, dans l'automobile ou dans la livraison, eh bien, ils peuvent avoir une peur légitime. Donc il me semble qu'il faut avoir ça en tête. Et donc il vaut mieux... Et c'est pour ça que le terme résilience nous plaisait bien, parce qu'il renvoie à la fois aux risques, aux crises, mais il est assez dynamique et il peut aussi faire allusion à des co-bénéfices, à des bienfaits. Alors il y a des bienfaits qu'on voit tout de suite, la rénovation énergétique, vous êtes des spécialistes, vous avez dû en parler déjà largement, mais voilà, l'aménagement urbain, le renouvellement urbain, c'est aussi le rapprochement des services, plus de proximité, peut-être moins de mobilité imposée. Ça peut être sur la question de l'emploi, travailler sur cette question de l'emploi, ne pas attendre, travailler à la fois avec les entreprises sur l'accompagnement, la reconversion, la décarbonation de ces emplois, et puis peut-être avec tous les gens qui sont en emploi ou qui sont sans emploi, sur ces nouveaux emplois, ces emplois de la transition. Plus on s'y prendra tôt pour accompagner, former les gens à ces emplois de la rénovation, ces emplois de la réparation, etc. Et plus, évidemment, on peut espérer que l'image qu'ils auront de cette transformation, qui de toute façon est un bouleversement, ne sera pas que de l'inquiétude, mais aussi
de l'espoir, des attentes. Voilà. Peut-être le dernier point, toujours un peu dans le même sens, de valoriser un peu cette transformation. Et oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que si on ne le fait pas, on prend un risque de blocage important. Si tout le discours sur la résilience et la transition écologique est un discours négatif, voire injuste, compte tenu des efforts qui sont demandés aux uns et aux autres, on prend le risque du blocage et que la transition ne se fasse pas. Et si la transformation ne se fait pas, on sait qu'on va vers la catastrophe et vers des conséquences qui sont totalement immaîtrisables. Donc il me semble que dans les quartiers, il y a aussi des ressources qu'on va pouvoir valoriser. Je pense au réseau de solidarité. Qui dit résilience, dit capacité à faire face aux crises. La solidarité, c'est essentiel. Il y a toute une série de savoir-faire aussi. On parlait de la réparation, la débrouille. Comment on peut valoriser ça? Comment on peut valoriser, je sais pas, je donne un exemple, si on veut avoir une politique, par exemple, de repas végétariens sur un territoire, est-ce qu'on peut valoriser les savoirs culinaires des communautés? Bon, c'est un exemple. En tout cas, il y a vraiment à... Voilà, mon message, c'est à la fois prise en compte des questions d'équité et des inégalités sociales et territoriales quand on parle de résilience, quand on parle de transition. Et bien sûr, particulièrement vis-à-vis des populations les plus précaires, insister sur tout ce qu'elles peuvent espérer et attendre et tout ce qu'on peut valoriser de leur savoir, de leur savoir-faire dans le cadre de cette transformation. Merci beaucoup. On voit qu'on a déjà, on est un peu rentré dans le cœur du sujet parce qu'on se rend compte que la question des résiliences, c'est d'abord se projeter dans le futur et puis c'est prendre en compte toutes les briques, toutes les pièces du puzzle qui peuvent amener à en gros protéger les populations. Alors on va passer à la deuxième partie de la table ronde où on va essayer de parler des solutions ou de ce qui commence à se faire et notamment sur les questions d'emploi, sur les questions d'environnement et d'habitat. Alors je vais me tourner vers Jean-François Caron, maire de Los-Angeles. Alors on est assez nombreux et nombreuses à avoir entendu parler de l'action que vous avez menée. Comment est-ce que peut-être on peut commencer pour que vous nous racontiez un petit peu comment ça se passe de rentrer en résilience, je dirais, et notamment par rapport à un territoire un territoire minier qui a dû affronter quand même la fin d'activité. On peut difficilement faire plus carboné que ça, la fin d'activité, et comment on réfléchit à l'idée qu'on se projette dans quelque chose d'autre, notamment du point de vue économique et du point de vue de l'emploi. Merci. Effectivement, définition de résilience, et moi celle que j'utilise, c'est capacité à rebondir après un choc. Nous, le choc, c'est l'arrêt. 9 puits de mine sur ma commune, 220 000 emplois de mineurs perdus sur tout le bassin, un territoire répulsif, parce que pas attractif, pas beau, des gens peu formés, parce qu'on leur demandait d'être courageux et d'être au fond de la mine. Enfin voilà, j'arrête le tableau des misères, mais il y en a bien plus que ça, parce que c'est l'impact à l'environnement, la qualité de l'eau dégradée. Enfin, on est vraiment les sous-produits d'un développement non durable. Et la richesse, elle a été créée, elle est partie, et moi j'arrive maire à gérer tout ça, des séquelles. Donc la question, c'est pas comment on fait, c'est on est dedans et il faut se débrouiller, quoi. Alors quand on regarde avec un peu de recul, déjà je vais dire une clé majeure, c'est savoir qui on est, de quoi on est porteur, quel héritage, quel système de valeurs, qu'est-ce qui nous reste quand on perd tout. Les gens sont venus de Pologne, sont venus du Maghreb, ils sont venus de Belgique. Ce qui nous a fondé, c'est les valeurs de la mine, la solidarité, le courage, la convivialité, la simplicité. Ça compte quand on n'a plus rien. Et donc, Los-Angeles a démarré par un travail sur notre culture, notre richesse, et qu'est-ce qui nous restait pour entreprendre un nouveau chemin. Donc ça, il y a une grande question autour de tout ça, on pourra y revenir, mais le rôle du récit inclusif, c'est-à-dire récit de chacun dans cette difficulté, où il en est, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il ressent,
Et donc le récit, c'est pas un storytelling, une belle image une belle histoire qu'on va vous raconter, qui va vous emmener en disant il y a un joueur de flûte, oh, tiens c'est sympa, je le suis. Non, c'est comment on parle nous tous de ce qu'on vit, de cette transformation et de ce qui compte pour nous et comment on travaille notamment la question de la confiance et l'estime de soi quand on perd tout. Voilà, donc là-dessus on a plein de choses, je ne vais pas développer. Deuxième grande idée qui transcende, c'est que selon moi, il n'y a pas de résilience individuelle sans résilience collective et réciproquement. Alors il y a une phrase de Deleuze que je n'ai pas connue, mais que je l'ai lue un jour et elle me plaît. Elle est un peu, elle plane, mais bon, c'est comme Deleuze, hein, ça plane. C'est la qualité des collectifs qui permet l'expression des singularités. Et cette phrase-là, pour moi, elle est centrale dans toute mon action politique. Si vous avez un collectif de qualité, il va accueillir la singularité de chacun ici, qui va être, comme elle va être accueillie, elle va pouvoir enrichir le collectif. C'est un peu comme dans une équipe de foot où la qualité d'un collectif va faire que chacun joue sa partition. Si les collectifs sont de qualité, la singularité de chacun est accueillie et le collectif est enrichi, donc les gens sont de qualité. Quand les collectifs sont de qualité, les gens sont de qualité. Excusez-moi le propos un peu trash, mais si les collectifs sont de merde, les gens sont de merde. C'est-à-dire que moi j'habite à 10 km d'Hénin-Beaumont et la stratégie de Los Angeles, ce n'est pas exactement celle d'Hénin-Beaumont. Et pour aller dans Hénin-Beaumont, observer comment les gens se regardent, comment les fermetures s'installent, ce n'est pas du tout pareil qu'à Los Angeles. Donc ça veut dire que moi, mon job, c'est d'essayer de créer les conditions d'un collectif de qualité qui va permettre de créer de l'estime de soi, des solidarités, de l'action collective, de la confiance et donc de la capacité d'entreprendre et d'innover, puisqu'il va falloir inventer autre chose. Une de mes formules, c'est l'innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Donc c'est quoi une politique publique de la désobéissance qui va alors pas au sens je vais brûler un feu rouge, hein, au sens où je vais changer, je vais sortir des sentiers battus pour aller... voilà. Donc du coup, la question de la communauté est très précieuse de mon point de vue et on le travaille de plein de façons. Alors les mots-clés, c'est avoir un cap. Nous, on a commencé par la redéfinition d'une vision, parce que s'il n'y a pas de cap, ça va être difficile de converger. Et faire un cap, ce n'est pas un expert qui vient nous le dire, c'est comment on le co-construit ensemble. Je reprends là où sont les gens, leurs difficultés, ce qui compte, et comment nous, ça a démarré sur la révision d'un plan d'occupation des... En 1, c'était la reprise en main culturelle. En 2, c'était la construction d'un plan d'occupation des sols et quel projet de ville, qu'est-ce qu'on rêve pour notre ville. Moi, je crois beaucoup au rôle du rêve, qui justement, le rêve, c'est du désir, donc le désir, c'est de l'énergie d'entreprendre. Une de mes formules, c'est quand vous êtes vraiment amoureux, vous pouvez, normalement, vous faites le tour de la Terre. Sinon, c'est que vous n'êtes pas vraiment amoureux. Ça veut dire quoi? Que l'amour, donc le désir, est vecteur de capacité de transformation. Donc comment on fait apparaître des étoiles dans le ciel qui font rêver les gens et qui vont leur permettre de se mettre en mouvement individuellement et collectivement, puis selon ce que je disais tout à l'heure. Donc besoin d'un cap, besoin de transition juste, c'est ce qui vient d'être dit, puisque les plus exposés, en plus, ce ne sont pas les responsables. Et la question d'équité, je ne vais pas la développer, ça a été dit, je vais gagner du temps. Troisièmement, il y a un enjeu de capacitation habitante. Je déteste la démocratie participative telle qu'elle a pu être décrite à un moment, c'est-à-dire réunir des gens pour leur demander leur avis. C'est quasiment monstrueux de mon point de vue, parce que ça veut dire je lève la main et je dis je veux. Mais si on additionne tous les je veux ici de la salle, on en fait quoi? Et donc on est dans une posture quasi de consommation d'action publique. Donc je suis pour la démocratie participative à condition que ça ne se limite pas à dire voilà ce que je veux. Et encore un court résumé, c'est participation sans responsabilisation égale piège à con. C'est-à-dire qu'on laisse à croire aux gens que dites ce que vous voulez. Vous voulez des maisons comme ça, vous voulez... Non, donc c'est plutôt comment on construit des processus de capacitation des acteurs, de retrouver prise, de retrouver du pouvoir d'agir, notamment des populations très défavorisées qui s'excusent presque d'exister. Donc là, il y a plein d'actions. Alors, on a développé des programmes comme les 50-50, droit à l'initiative des habitants sur leur quartier. Alors, vous allez me dire, je ne parle pas de résilience, je parle de
du moteur interne, individuel et collectif, pour se saisir de cette question de la transformation. C'est ça que j'essaye d'exprimer en peu de temps. Donc par exemple, le fait que soit partie de Losangoël l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO est un élément majeur de résilience, parce que ça remet de l'estime de soi, on relève la tête. Quand on relève la tête, on est capable d'entreprendre et de se saisir des conflits. Et en plus, c'est une action collective, puisque c'est notre histoire et c'est nos systèmes de valeurs. Et le avant-dernier mot que je dirais sur cette question de résilience, c'est trouver des moyens de se mettre en action. Les neurosciences nous apprennent qu'on se transforme, et on voit bien qu'on va devoir changer, faire des renoncements, investir des nouveaux sujets. Donc, pour se transformer, admettons là, que ce que je raconte vous intéresse, ce qui n'est pas sûr, parce que je ne vous vois pas, donc, avec les lumières. Donc, bon, admettons, et pour autant, ça ne va pas vous faire changer. Ça fait partie d'une petite musique qui avance. Par contre, quand on est dans l'action, là, on se transforme. Donc moi, un de mes sujets de mer, c'est quels sont les 1000 ruisseaux de mise en mouvement d'action qui font que les gens vont retrouver prise. Ça, c'est un mot très important à l'os. Il y a plein de problèmes qu'on n'a pas réglés. Ce n'est pas le paradis, Losangoël. Il y a plein de problèmes. Mais les gens ont le sentiment d'avoir retrouvé prise à plein d'endroits. Donc ça, c'est très important. Et enfin, le dernier mot, dans les process, que je simplifie à mort, là, je raconte 25 ans, donc c'est un petit peu compliqué, c'est qu'il faut des résultats. Et il faut qu'il y ait des preuves que les nouveaux engagements bénéficient. Quand, par exemple, la fondation d'Auteuil vient s'installer à Losangoël, parce qu'on a développé l'éco-construction depuis 1997, que 10% de nos familles payent quasiment plus de chauffage parce que c'est du bâtiment passif, énergie positive, et que ce sont des pauvres. Et qu'à côté, il y a ceux qui payent 2 000 € de chauffage électrique, et c'est le tout début. C'est une preuve d'efficacité. Quand on récupère toutes les eaux de la ville sur tous nos bâtiments publics et qu'on ne consomme pas d'eau potable pour les usages de la ville, c'est une preuve. Quand la fondation d'Auteuil s'installe, que des gamins de 14 ans vont passer un BEP au Saturbois, c'est une preuve que c'est les métiers d'avenir. Quand l'agriculture bascule au bio, dans un an, on sera à 40% de notre surface agricole utile en bio. La CUMA, coopérative agricole, nous dit qu'elle a créé 25 emplois. 25 emplois pour des gens qui n'ont pas forcément de gros diplômes, voire pas du tout. C'est une preuve. Et ça compte aussi, parce qu'on ne fait pas Paris en un jour, donc c'est un chemin. On a 5 points de chômage de moins que le territoire à côté, que Lens, Liévin, etc. Mais il nous en reste quand même beaucoup. Et on a toujours de la pauvreté. Mais, je reviens, on a repris prise et je vais m'arrêter parce que je crois que j'ai consommé mes 10 minutes. Voilà. Pile poil. Voilà, merci. On est bien dedans. Merci beaucoup. Alors, on a bien vu le lien évident qui existait entre le travail de conviction et sa traduction concrète sur le terrain. Je vais me tourner vers François Garret, maire des Mureaux, peut-être pour qu'on parle un petit peu de la question des espaces publics et de la manière dont on peut transformer une ville pour qu'elle soit accueillante à toutes et qu'elle soit capable d'affronter ces défis, notamment climatiques, mais pas que, desquels on se rapproche de plus en plus. Bonjour à tous et à toutes. C'est assez amusant par rapport à ce qu'on parle aujourd'hui et par rapport à la notion qu'on a voulu développer sur les Mureaux, sur les notions d'écoquartier. Alors je vais vous lire des choses, on avait 20 axes, et par exemple, je vais vous prendre l'axe préservation des ressources et adaptation au changement climatique. Article 16, produire un urbanisme permettant d'anticiper et de s'adapter au changement climatique et aux risques. 17, viser la sobriété énergétique et la diversification des sources au profit des énergies renouvelables de récupération. 18, limiter la production des déchets, développer et consolider les filières de valorisation et de recyclage. Article 19, préserver la ressource en eau et en assurer une gestion qualitative et économique. Et 20, préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels. Vous voyez, c'est assez amusant parce que moi j'ai été élu en 2001. Je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à 20 ans après,
c'est amusant qu'on commence à réfléchir à ce que nous pourrions faire. Alors c'est vrai que nous, de notre côté, sur les Mureaux, c'est une ville à l'ouest de Paris, à 32 000 habitants, à proximité de Renault-Flin, et ce que dit mon collègue, par rapport éventuellement, il y avait 22 000 salariés, maintenant il n'y en a plus que 3 000. Et donc c'est vrai qu'évidemment, là où étaient construits les quartiers dans les années 60, et je tiens souvent à le rappeler, c'était un mieux social en 60. Alors que maintenant, à un moment donné, dans les années 90, c'était un moins social. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a volontairement, par rapport à la notion des logements, volontairement, on a attribué des logements et on n'a pas assuré la pérennité de ce qu'était le bâti, de ce qu'étaient les espaces. Alors c'est vrai, quand on a été élu en 2001, et ensuite qu'il y a eu la rénovation urbaine, c'est le 3e projet français, c'était un projet à 408 millions d'euros, dans lequel, comme titre, ce que nous avons voulu, c'est de dire du grand ensemble à l'écoquartier. Alors qu'est-ce qu'on entend du grand ensemble à l'écoquartier? Bien évidemment, si on veut passer du grand ensemble à l'écoquartier, il faut obligatoirement travailler sur l'espace paysager urbain. Et donc l'espace paysager urbain, ce n'est pas uniquement, je dirais, mettre un ou deux parterres de fleurs, un ou deux arbres par-ci par-là, c'est au contraire comment on reprend l'ensemble des espaces naturels et comment ça devient le moteur de l'aménagement du quartier. Alors c'est vrai que c'est un projet quand même assez ambitieux parce que sur 4000 logements, on a démoli 1100 logements, on n'en a reconstruit que 600. Madame Grave, qui est là, a été une des témoins parce qu'on se retrouve 20 ans après. Madame Grave, vous aviez d'autres fonctions, mais vous aviez déjà des fonctions très liées au logement social. Et la vraie question aujourd'hui, et c'est là ce qui est important, c'est comment, éventuellement, on déconstruit, comment on reconstruit, mais comment on reconstruit par rapport à quoi? Déjà, la première des choses à vérifier, c'est quelle énergie on utilise éventuellement pour tout ce qui est alimentation en chauffage, etc. Donc, première décision, on passe à une chaufferie biomasse. C'est important, c'est l'ensemble. Et ce n'est pas neutre de passer d'une chaufferie biomasse par rapport à des chaufferies au gaz, etc. Deuxième sujet qui était important aussi, c'est de résidentialiser l'ensemble des bâtiments qui restaient de telle façon à ce qu'il y ait une notion d'occupant propriétaire, quoi qu'on soit locataire, pour voir comment je gère éventuellement la résidence en tant que telle. Parce qu'avant, c'était un no man's land. Troisième sujet, c'est comment, sur l'ensemble du périmètre, c'est pour ça que c'était un périmètre, on a retravaillé 25 hectares d'espace paysager. Alors quand on dit 25 hectares d'espace paysager, il était évident qu'il fallait aussi reconstruire par rapport à ce qu'on avait détruit au niveau de la nature. Un exemple, nous avons un petit rue, c'est la rue d'Orgeval qui va à la Seine. Ce rue, on l'a fait réapparaître sur 500 mètres. Et vous ne pouvez pas savoir comment c'est structurant la réapparition de l'eau pour les habitants en proximité. Deuxième chose importante aussi, c'est comment valoriser des espaces naturels libres. Parce que assez souvent, ce qu'on a fait un peu partout, c'est qu'on a fait des parcs fermés, des parcs non ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a le droit d'entrer que lorsque la porte est ouverte. Et ça, c'est quelque chose, on a volontairement laissé tout un ensemble d'espaces libres par rapport à cet espace de l'eau. Et on a travaillé aussi tout ce qu'on appelle les espaces de jeu libres. Et quand on dit les espaces de jeu libres, ça va aussi bien de l'espace sportif, par exemple un city-stade, mais aussi éventuellement des espaces dans lesquels on peut jouer, mais il n'y a pas du tout de structuration en tant que tel. Après, on a travaillé aussi ce qu'on appelle, bien évidemment, parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'à un moment donné, on avait enlevé tout un tas d'arbres, on avait enlevé éventuellement par rapport à l'eau, donc on a retravaillé toute l'imperméabilisation des cours, on a retravaillé aussi, on a replanté plus de 400 arbres, c'est important, et ces 400 arbres aussi, ça donne, maintenant qu'ils ont poussé au bout de 15 ans, ça donne aussi un aspect visuel important. De la même façon, on a travaillé aussi ce que l'on appelait les jardins familiaux. Parce que les jardins familiaux, on en a fait plus de 200, et on a créé entre ces bâtiments ce qu'on appelle des silos, mais des silos qui sont copartagés par les locataires qui habitent de proximité. Et c'est eux qui co-gèrent le jardin. Et donc, c'est important. Et ils produisent éventuellement pour eux, alors évidemment, ils ne peuvent pas produire pour l'ensemble, mais il y a une notion de production, parce que quand vous faites des jardins paysagers, c'est important aussi, on sait que les enfants viennent avec leurs parents ou travaillent dessus. De la même façon, on a fait un grand espace d'activité, un centre au milieu, donc il y avait une tour de 18 étages qu'on a enlevé, mais cet espace qu'on a créé, il y a l'école primaire, école maternelle, il y a crèche, il y a grand espace
pour éventuellement restauration scolaire et restauration haute. Il y a pour un espace numérique. Je dirais que cet espace est ouvert alors, 7 jours sur 7, et alors on dit 24 heures sur 24, c'est un peu impropre, mais il n'est pas que le temps de l'école. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a voulu développer. L'école, c'est quoi? C'est 36 semaines, 850 heures par an sur 5000 heures où quelqu'un est debout. C'est 12% du temps. 12% du temps entre 3 et 16 ans. Ça veut dire qu'en dehors du temps, on n'est pas à l'école. Et il faut aussi qu'on sache utiliser ces espaces en dehors du temps de l'école. Et par exemple, quand on est le vendredi soir, l'école est fermée samedi, dimanche. Quand on est mardi soir, ce soir, l'école sera fermée. 36 semaines, c'est seulement 150 jours par an. Ça veut dire que 215 jours, c'est libre. Et donc, c'est comment réutiliser ces espaces de telle façon à ce que les associations, les habitants reprennent. Alors, parallèlement à ça, on n'a pas voulu non plus, parce que c'est là aussi, il faut faire très attention, c'est pas un silo, et je vais être peut-être un peu dur, c'est pas une tribu qui habite un quartier. C'est un quartier qui est dans une ville. C'est un quartier aussi où les autres doivent venir. Et ça, c'est important. On a travaillé volontairement aussi l'ensemble des activités avec les autres habitants, qu'ils soient au Desmureaux ou à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a mis un grand atelier du cirque, un atelier de la marionnette. On a travaillé aussi tout ce qui est le coding. Ce n'est pas l'école 42 de Xavier Niel, mais on a créé l'espace 53 parce que c'est au 53 d'une avenue. Donc, et c'est important aussi, justement, tout ce sujet. Alors après, vous allez me dire, vous avez développé ça, mais comment, éventuellement, la population l'a prise en compte? C'est ça le truc. C'est pas le tout d'avoir des... Alors, mon collègue Dolos disait qu'il est contre la démocratie participative. Je suis d'accord avec toi, mais nous sommes pour la démocratie implicative. Hein, on est bien d'accord. Et la démocratie implicative, alors évidemment, certains vont nous dire, mais qu'est-ce que... La démocratie implicative, elle est différente, parce que d'un côté, je dois donner mon avis, mais aussi moi, je peux donner mon avis vis-à-vis de toi. Parce que quand on parle de la propreté, c'est pas le tout de dire les déchets sont là. Si les déchets sont là, c'est que ça a été produit par quelqu'un. Et inversement, quand on met des personnes pour travailler pour ramasser les déchets, ils ont le droit de dire aussi ce qu'ils en pensent de ceux qui sont là. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, la démocratie implicative. On l'a travaillé tout au long de ce projet et on le continue encore. Et quand on dit on le continue encore tout ce projet, parce qu'aujourd'hui, on a eu plus de 3000 personnes qui ont travaillé dessus, mais pas nécessairement que des habitants du quartier. Mais on dirait un peu, c'est comment... Alors, je ne voudrais pas utiliser un terme parce qu'on me dirait que celui-là, il est en train de faire de la politique. Alors, je vais dire en mouvement, je ne vais pas dire en marche. Hein. D'accord, ce serait pas beau de dire ça. Non, en mouvement, c'est comment on développe la démocratie et la participation en mouvement. Maintenant, nous sommes en 2022. Il faut donner aussi un avis d'avenir. Ce n'est pas uniquement de dire j'ai fait ça, c'est bien. Déjà, nous sommes fixés 2024. Il y a les JO de 2024. On veut être aujourd'hui dans tous ces quartiers, dans les quartiers, éventuellement qu'on puisse développer le tourisme et être éventuellement des chambres d'hôtes pour ceux qui vont venir à Paris. C'est important parce qu'on a des communautés, différentes communautés, il y a différents éléments culinaires et je pense qu'il est intéressant que les populations aussi apprennent à rencontrer d'autres et même éventuellement rencontrer des personnes qui viendraient chez eux. Ça se développe dans beaucoup d'autres pays, ça a été fait sur d'autres Jeux Olympiques de telle façon. Aussi, il est important, c'est que par rapport à ces quartiers, donc je coupe, j'arrête, donc bon, on va finir sur le sujet. Sujet d'avenir, ce n'est pas uniquement un sujet d'activité interne au quartier, c'est aussi comment développer des points de passage vers d'autres activités à l'extérieur. Et en particulier, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, si on veut réellement réussir l'écoquartier, si on veut réussir le sentiment du bien-vivre, il y a deux mots, c'est éducation, et surtout le deuxième mot, c'est éthique. Et ça, éthique, c'est valable pour nous tous. Hein. Valable pour nous tous, quand on va parler, je dirais, sobriété énergétique, par exemple, on dit qu'il faut que tu sois sobre. C'est pas pour ça que je n'ai pas le droit de consommer un minimum, mais de façon... raisonnable. Et moi, je préférais aujourd'hui que la sobriété, c'est ce que j'appellerais la maîtrise raisonnable de l'énergie. Merci beaucoup, François Garret. Alors, ça tombe bien parce que ça nous permet de faire une transition sur la notion de l'énergie. Avec ce qui vient d'être dit et ce que nous a dit Jean-François Caron tout à l'heure sur la preuve un petit peu qui est que, enfin, il parlait notamment de la biomasse et des économies d'énergie. Aujourd'hui,
évidemment avec la crise énergétique, mais la question serait probablement posée de toute façon si on attaquait sérieusement la question de la décarbonation. La question de l'habitat, de la consommation et de la préservation de la ressource énergétique et de la protection des populations paraît une évidence absolue. Comment est-ce que la CDC voit ça, aborde ce problème-là et agit en quelque sorte pour travailler sur cette question-là ? Alors bonjour à tous et à toutes. Donc peut-être d'abord un tout petit mot de présentation, puisque donc moi je suis CDC Habitat, c'est-à-dire que je suis un bailleur, je suis un CDC opérateur de Habitat. logement, je ne suis pas toute la caisse des dépôts. Peut-être pour vous dire aussi qu'on est quand même un opérateur important de l'ANRU, puisque dans l'ANRU 1, nous sommes intervenus dans le cadre de 125 conventions ANRU, et dans le cadre et donc 24 000 logements concernés, et dans le cadre du NPNRU, ce sont 55 conventions, donc 55 quartiers sur lesquels nous intervenons, et un peu plus de 10 000 logements. Donc c'est vrai que moi, quand j'étais conviée à cette table ronde sur les quartiers entrent en résilience, je me suis vraiment interrogée, parce que je me suis dit, on est quand même assez fiers, hein, je pense, et avec les maires qui ont porté ces projets, de ce qu'on a pu faire dans le cadre de l'ANRU 1, puisque quelque part, je dirais d'une manière un peu rapide, on a coché pas mal de cases en fait, de la résilience telle qu'on en parle aujourd'hui. On a fait nos réhabilitations thermiques, c'est-à-dire qu'on a largement diminué les consommations énergétiques sur le parc social. Hein, ça peut être de l'ordre de 20 à 30%, et quand on voit les coûts de l'énergie aujourd'hui, c'est complètement essentiel pour les locataires de ces quartiers. On a retravaillé sur les espaces extérieurs, on a requalifié, on a renaturé, on a replanté. On est allé aussi sur des gestions différenciées de ces espaces. Donc là aussi, je dirais, c'est des éléments importants aujourd'hui de la résilience sur la qualité de ces espaces extérieurs qui sont aussi des îlots de fraîcheur. On a permis avec les collectivités que ces quartiers qui étaient monofonctionnels, principalement des grands quartiers d'habitat, s'ouvrent sur l'extérieur avec des équipements publics, comme le disait le maire des Mureaux, que des habitants d'autres quartiers viennent aussi dans ces quartiers, des quartiers ouverts sur la ville avec des équipements, des commerces. On a amélioré l'accessibilité transport. Et puis enfin, on a fait un très grand travail sur la cohésion sociale. Le maire de Los parlait de la mémoire qui est très importante. Sur ces quartiers, on a été amené à faire des démolitions et bien souvent, effectivement, c'est un acte dur pour les habitants de ces immeubles. Il y a souvent eu un travail de mémoire fait avec les habitants du quartier pour passer, je dirais, ce cap de la transformation. Et puis, on a beaucoup travaillé avec les associations, on a fait des jardins partagés, des recycleries. Donc je me suis dit, c'est qu'on n'a pas dû travailler suffisamment, puisqu'aujourd'hui on repose la question, comment les quartiers entrent en résilience. Et donc je me suis dit, finalement, qu'est-ce qu'on n'a pas traité et qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui, parce que je voudrais dire quand même par rapport au quartier ANRU qu'on a traité et dont on est fiers aujourd'hui, on est fiers de la pérennité de ce qui a été fait, c'est important aussi pour la résilience, mais c'est vrai, comme l'a dit le maire des Mureaux, il peut y avoir une vingtaine d'années écoulées et depuis, notre environnement a quand même beaucoup changé. Je me suis dit notamment, par exemple, il y a un sujet que nous, je dirais, gestionnaires de logement, nous n'avons pas traité, c'est le confort d'été. Et le confort d'été, on le voit bien avec les canicules aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement important. On a traité les réhabilitations thermiques, mais on a laissé un peu de côté le confort d'été. Donc voilà un premier sujet que je pense que nous devons adresser aujourd'hui. On n'a pas beaucoup traité non plus tout ce qui est le recyclage de l'eau. Donc on parle de des ressources naturelles. Et là, je pense notamment à l'outre-mer, parce que nous sommes aussi présents nous, sur les territoires ultramarins avec quelques projets ANRU. Et la question de l'eau est absolument fondamentale. Alors derrière, il y a des questions réglementaires, puisqu'aujourd'hui, le recyclage des eaux usées en France est très compliqué et surtout, on ne peut pas les réutiliser. Mais on voit bien, et j'ai entendu hier le ministre Olivier Klein dire il y a une dotation supplémentaire sur des actions sur la résilience et soyez innovants. Il a notamment cité cette question du recyclage de l'eau et je pense que c'est un enjeu majeur que nous devons adresser demain. Nous avons commencé à travailler CDC Habitat sur la résilience de nos bâtiments. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a mis au point un diagnostic de performance résilience en prenant nos bâtiments qui sont dans les zones les plus exposées aux événements climatiques majeurs, donc tempêtes, inondations, sécheresse, pour voir effectivement si nos bâtiments résistent à ces événements climatiques majeurs.
Et donc nous les avons cartographiés et aujourd'hui nous avons décidé à partir de 2023 dans nos réhabilitations de mettre un complément de budget qui sera de l'ordre de 4 000 € au logement pour venir traiter la confortation en fait de ces logements pour leur permettre d'être résilients même en cas voilà, de grandes tempêtes, d'inondations ou de sécheresse. Bien sûr, je reviens à l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet qui nous préoccupe énormément. Nous, si on prend notre parc, on est chauffé à 60% au gaz, voilà, 22% avec des réseaux de chaleur urbains qui, pour la plupart, sont plutôt vertueux d'une certaine façon, et 17% à l'électricité. Donc même si on a fait nos réhabilitations thermiques, et donc aujourd'hui, nous, notre parc, il est en moyenne en C, ce qui est plutôt, je dirais, bien, néanmoins, les charges énergie vont augmenter de manière très conséquente. Donc là aussi, dans les sujets que nous avons à adresser sur la résilience, c'est comment on accélère le recours aux énergies renouvelables, notamment, et donc ce qu'on va faire, gérer dès à présent, mais aussi un accompagnement important de nos locataires. Alors c'est vrai que le terme sobriété n'est pas forcément très, très engageant, mais néanmoins, c'est quand même ce que nous, bailleurs sociaux, on sait bien faire, c'est d'accompagner nos locataires sur tous les petits gestes, voilà, qui permettent en fait de réduire sa facture énergétique. Et ça rentre aussi, je dirais, pour nous dans la cohésion sociale, un renforcement de la cohésion sociale sur l'occupation des prix d'immeubles aussi, puisque c'est peut-être un sujet là aussi qui est plus compliqué sur les quartiers, sur lesquels on a encore à progresser dans cette occupation des pieds d'immeubles. Et enfin, il y a un sujet important sur lequel nous sommes dorénavant présents, qui a peut-être aussi été moins adressé dans l'ANRU 1, c'est la question des copropriétés dégradées. Et c'est vrai que quand on parle des réhabilitations thermiques, c'est vrai que sur le parc social, on l'a fait. Aujourd'hui, les copropriétés dégradées ont probablement été assez peu traitées dans le cadre de l'ANRU 1. Nous sommes inscrits dans le programme, dans le PIC, donc c'est le programme d'initiative CoPro. Donc on vient intervenir dans des copropriétés dégradées pour contribuer soit à leur redressement, soit leur recyclage. Dans ce cas-là, ça veut dire on va vers une démolition si on ne peut pas arriver à redresser la copropriété, c'est-à-dire on vient acheter des lots de copropriété pour pouvoir peser dans la copropriété et puis ensuite mener les travaux effectivement de réhabilitation thermique, mais aussi tout l'accompagnement qu'on peut faire sur ces copropriétés dégradées. C'est un grand sujet, je pense, en termes de résilience pour demain, parce que les habitants, les propriétaires modestes de ces copropriétés aujourd'hui sont assez démunis par rapport effectivement à ces questions qui sont devant nous, de l'énergie, mais aussi, je dirais, de ce qui a pu être fait en réalité sur le parc social. Merci beaucoup. Alors, avant de faire réagir Laurent Delcoroux peut-être sur ce qu'on vient d'entendre, je voudrais faire un petit tour sur une question qui nous paraissait importante quand on a préparé cette table ronde. Alors, on est dans un lieu où on parle de renouvellement urbain. On voit bien que toutes les opérations qui sont lancées sont des opérations lourdes, longues, qui produisent des choses à long terme. Et en même temps, on est tous les jours impacté par notamment en matière climatique, mais pas que, puisque là, il y a une guerre qui est arrivée à pas si loin de ça et qui n'était pas forcément anticipée. C'est important de réfléchir à comment les quartiers, ce qu'on fait, les actions, peuvent s'adapter aussi presque, je dirais, d'elles-mêmes, ou en tout cas avoir cette capacité d'adaptation qui permettent de faire une résilience sur le long terme et qu'on ne soit pas dans 5 ans de nouveau confronté à des choses qu'on n'aurait pas forcément prévues ou anticipées. Et donc je voudrais vous faire un petit peu, vous demander de réagir là-dessus, c'est comment est-ce qu'on construit des choses qui sont vraiment dans le long terme et petites qui arment. Alors on a parlé un petit peu de démocratie, du rôle des habitants, etc. Mais peut-être qu'une des dimensions, c'est aussi de donner aux gens les armes pour suivre et continuer à construire ensemble ces résiliences. Je ne sais pas, peut-être Jean-François Caron, si on peut avoir un mot de vous là-dessus, sur cette adaptation à long terme, entre guillemets. J'en ai un peu parlé tout à l'heure quand je parlais notamment de capacitation. Capacitation, alors si on veut faire brancher, on dit empowerment. Ça veut dire retrouver du pouvoir d'agir. Et donc,
dans cette question-là, il y a la question de la compréhension de ce qui se passe, qui est quand même un vrai sujet. Je rappelle qu'on est dans une société de défiance absolue, défiance vis-à-vis des élus, défiance vis-à-vis des experts, défiance vis-à-vis des journalistes. Donc à partir de là, c'est quand même compliqué, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est pas vrai ce qu'on raconte, d'où le fait que c'est terrible, mais il faut qu'il fasse 40 degrés quand on le voit à la télé pour dire oui, il y a un problème, parce que jusque-là, je rappelle que Claude Allègre, il n'y a encore pas si longtemps, et d'autres, étaient dans le déni. Et qu'il y a, d'ailleurs, le déni est une des réponses normales de l'humain face à tous les problèmes qu'il rencontre, sauf qu'un déni massif, généralisé des enjeux qui nous arrivent, ça nous envoie droit dans le mur, puisqu'on perd des dizaines d'années. Et donc, comment on lutte contre ces questions-là? En travaillant la façon de redonner des clés, pas des thèses, pas des choses comme ce qu'on dit là, qui sont totalement inappropriables pour la population, mais sur des choses un petit peu concrètes. D'ailleurs, une des choses que les habitants de Los me disent souvent, ou disent aux gens d'ailleurs, qui disent « mais comment ça se passe à Los Angeles, tout ça ?» Les gens disent « moi j'ai une couleur politique, par rapport à ma couleur, etc. » Les gens disent « en fait, nous ce qu'on fait à Los Angeles, c'est juste du bon sens. On récupère les eaux, on a arrêté les pesticides, on a multiplié la plantation de fruitiers en accès libre, on a 15 km de trame verte. Donc, une de nos spécialités, c'est le trafic de confitures, pas de tout ce que vous pouvez imaginer d'autre, puisque les fruitiers donnent partout. Quand vous faites des confitures, vous n'en faites pas pour un pot, vous en faites beaucoup et ça génère un trafic. La semaine dernière, j'avais encore un pot de vin, puisqu'on m'a offert une pot de confiture de groseille. Mais quand les gens s'échangent des pots de confiture, vous ne pouvez pas mesurer la puissance collective que ça vous amène derrière. Donc l'ensemble de ces approches-là est de nature à ce qu'on retrouve la confiance en soi-même, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi confiance dans nos élus, notre équipe d'élus, qui est des gens de la commune qui ont décidé de prendre... On ne voit plus du tout la classe des politiques à la télé, c'est des gens qui ont accepté de donner de leur temps pour essayer de sortir la ville de la difficulté dans laquelle on est. Et donc, la confiance revenue, la compréhension des relations de cause à effet, le fait qu'il y ait des résultats, je le citais sur l'exemple des factures de chauffage, fait qu'effectivement, on va trouver des habitants, des groupes d'habitants, beaucoup plus en capacité de se saisir des enjeux, voire d'entreprendre. J'ai cité les 50-50, j'en dis un mot parce que c'est quand même très important, c'est droit à l'initiative des habitants pour améliorer leur quartier, pour refaire des vestiaires du club de foot en psychédélique par les ados plutôt que des vestiaires faits par nos goûts à nous. Enfin bon, plein de choses. Chacun de ces, donc on fait un contrat, ce que vont faire les habitants, ce que va faire la ville, oui. Et à chaque fois que quelqu'un rentre dans un 50-50, il rentre dans un processus de responsabilité qui lui permet de se saisir de ce que vous venez de dire en termes de déstabilisation permanente. En gros, on a changé la structure, on essaye de changer la structure intime plutôt que d'apporter à chaque fois une réponse extérieure qui viendrait s'imposer. Merci beaucoup. François Garret, cette question d'adaptation au long cours ou permanente au changement, vous la voyez comment, vous? Écoutez, je crois qu'il y a la permanence du changement par rapport à la notion de renouvellement urbain. Il faut faire très attention aussi, parce que renouvellement urbain égale bailleurs sociaux et éventuellement gestion avec des bailleurs sociaux. Et souvent d'ailleurs, le renouvellement urbain a eu plus de financement que tout ce qui est ailleurs. Donc moi je suis dans un projet cœur de ville, etc. Et on oublie le vieillissement de la population, aussi bien vieillissement dans les logements sociaux, vieillissement aussi dans les copropriétés, et notamment il y a des gens qui ont accédé à la propriété dans les années 70, et aujourd'hui les copropriétés sont dans un état des fois plus déplorable que le logement social, et aussi on a le déséquilibre entre tout ce qui est zone rurale et tout ce qui est zone urbaine. Par exemple, autour des Mureaux, il y a plein d'ensembles de villages dans lesquels les populations les plus jeunes partent et ce sont les personnes les plus âgées qui restent, qui n'ont pas la capacité nécessairement à faire la rénovation de leurs bâtiments. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette démarche, c'est bien qu'on se focalise au niveau de l'ANRU, mais ça veut dire que c'est une démarche plus globale
qu'uniquement là où il y a la rénovation urbaine en termes d'ANRU. Parce que quand je vois les montants qui sont mis dedans, c'est sur des très bons montants, on parlait de la réhabilitation, etc. Je sais qu'à un moment donné, il y a des montants de réhabilitation. J'ai des gens qui habitent dans des pavillonnaires qui ils me disent « mais pourquoi on ne nous met pas la même chose pour nous en réhabilitation ?» Parce que nous sommes des gens retraités qui avons des montants inférieurs à 1 500 €. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Donc ça veut dire que cette démarche, la démarche par rapport à l'évolution, par rapport à l'énergie, par rapport à la réhabilitation, par rapport au renouvellement urbain, par rapport au renouvellement urbain-rural, et qu'on sait bien là où certains qui accusent les urbains de bénéficier de toutes les subventions, c'est là qu'on se retrouve éventuellement avec des votes bien définis en rural, il ne faut pas se leurrer. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut avoir une compréhension totale sur, le vieillissement. Moi, je vois dans les logements sociaux chez nous, aujourd'hui, on voit des jeunes partir, et ce sont des gens plus âgés qui restent. On a tellement une progression dans le logement social des gens les plus âgés. Mais quand on parle aussi du logement social, n'oublions pas non plus les foyers, parce que souvent, on n'en tient pas compte. Les foyers, par exemple, moi j'ai les foyers, Coalia, etc., dans lesquels maintenant la moyenne d'âge est de 63 ans. 63 ans la moyenne d'âge. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces foyers, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les retravaille? Donc c'est toute cette démarche ANA, démarche ANRU, démarche avec les bailleurs sociaux, démarche avec les copropriétés, c'est important. Et là aussi, il y a une structure qui doit jouer un rôle plus fort qu'elle ne joue, c'est l'ADEME. Parce que c'est bien beau de nous dire qu'il faudrait faire, mais d'un autre côté, il faudra anticiper ce qu'on veut faire. Et là, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'ADEME, ils connaissent un peu mon avis là-dessus, mais moi je ne pense qu'à un moment donné, prévoir dans 20 ans, c'est anticiper dès à présent. Et l'anticipation, ce n'est pas uniquement de dire « il faudrait faire », on doit être capable aussi, et ça c'est un rôle de l'État, de mettre des montants, mais aussi des montants qui soient importants, mais qui soient suivis dans le temps. Parce qu'en France, ce qui est facile, c'est d'avoir une subvention. Mais après, 3 ou 4 ans après, on ne vient pas nécessairement voir ce qu'on a fait. Alors que par exemple, l'Europe, quand elle vous finance, elle passe systématiquement voir ce que vous avez fait. Et donc là, je pense, c'est vraiment comment on va investir, comment on va pérenniser ces investissements, et surtout, c'est comment ils seront durables dans le temps, quelles que soient les générations qui y sont présentes. Merci beaucoup. Oui, un petit mot peut-être sur cette même question. Moi, je pense que ça nous amène surtout à beaucoup de modestie, parce qu'en réalité, on ne sait pas. Voilà, je sais pas, à 30 ans, voilà la trajectoire de décarbonation. Je vais vous prendre des exemples concrets. Nous, sur l'habitat, on considère qu'aujourd'hui, les usages évolue très vite. Donc on réfléchit effectivement à ce qui peut être aussi des logements évolutifs, évolution de la composition de la famille. Aujourd'hui, on a le télétravail, on travaille dans son logement et on considère que autant nos bâtiments effectivement doivent être résilients et durer plus de 70 ans, autant l'intérieur du logement doit être en capacité de s'adapter à des usages nouveaux. Et c'est quand même un sacré challenge en termes de conception demain de logement. Donc là, c'est quand on construit. Deuxième exemple sur la réhabilitation. Aujourd'hui, on a un enjeu en ce sens que si on veut être au rendez-vous de 2050, on devrait amener là demain tout notre patrimoine en B. Bon, donc ça coûte très cher en fait. Mais on a une trajectoire on va dire d'une petite trentaine d'années. Donc est-ce qu'on se dit je fais une étape en D ou C, puis une deuxième étape en B, ou est-ce que je vais directement en B? Est-ce que je fais l'impasse qu'en 30 ans, il n'y aura pas des innovations de rupture, il n'y aura pas des modalités de chauffage différentes, que sera l'hydrogène, et donc je vais tout de suite en B et je serai peut-être obsolète dans 15 ans? Ou est-ce que j'y vais en 2 temps en me disant il y aura peut-être d'autres options à prendre? Donc nous, par exemple, on a demandé à nos équipes, maintenant, chaque fois qu'ils présentent une réhabilitation, d'avoir un double scénario en se disant là, qu'est-ce qu'il est plus pertinent de faire? Est-ce que c'est en une fois, est-ce que c'est en 2 fois? Donc je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement modeste. Aujourd'hui, les choses bougent assez vite, et notamment sur aussi les usages. Donc voilà, moi je pense qu'on ne sait pas. Voilà. Et c'est une grande chance de savoir qu'on ne sait pas, parce que ça invite à beaucoup d'humilité. Merci beaucoup. Alors, en termes de conclusion, puisqu'on s'approche de la fin de cette table ronde, je vais repasser la parole. Je vais vous repasser la parole. De ce que vous avez entendu là, par rapport aux travaux que vous faites sur la résilience et sur la capacité à avancer, ça vous dit quoi? Ça
Ça dit plein de choses. Ça dit déjà que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la définition de la résilience. On parle aussi bien de la résilience des habitants, l'encapacitation, que celle des bâtiments. Donc il y a quand même un enjeu à préciser à chaque fois qu'on utilise ce terme à la mode de quoi on parle. Maintenant, je crois ça dit qu'aujourd'hui, ce que j'entends, hein, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives intéressantes. On le voit dans les exemples qui ont été donnés. Beaucoup de choses qui relèvent de l'adaptation au dérèglement climatique. Et ça, c'est heureux parce qu'on est très, très en retard en France sur ce sujet-là. On prend le train très, très tardivement. Pour autant, ça ne suffit pas. Il ne suffira pas de faire de la rénovation énergétique. Il y a quand même une tendance aussi, et excusez-moi, je profite des derniers propos de Madame Grave, pour une tendance aussi à vouloir se réfugier un peu derrière le technosolutionnisme en disant bon, de toute façon, on va trouver des solutions techniques pour rendre résilients nos équipements, nos bâtiments, quand le sujet, il n'est pas d'abord technique, il est d'abord social, sociétal. Ayons en tête les ordres de grandeur, les menaces qui pèsent sur nous et les échéances, les engagements qu'on a pris à moins de 30 ans et ce que ça signifie concrètement en termes d'efforts, de transformation, de réduction de nos gaz à effet de serre, si on parle que de ça, de réduction de nos consommations de ressources. On est de l'ordre de 5% par an de baisse chaque année supplémentaire. Donc là aussi, on voit bien que il y a énormément de choses qui sont faites, mais elles ne sont absolument pas aujourd'hui à la hauteur des enjeux. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut stigmatiser ce que font les acteurs locaux. Au contraire, il est très important que les acteurs locaux, notamment les élus locaux, se mobilisent. Certains, à cette tribune, le font déjà, mais ils sont encore très, très largement minoritaires. La majorité des élus locaux n'ont pas encore compris l'ampleur des enjeux. Et ceux qui ont compris ne sont pas toujours convaincus qu'ils ont la capacité de faire des choses. Parfois, quand on est un élu communal ou même intercommunal, on se sent un peu dépassé par ces sujets-là. Voilà, donc il me semble que là, il y a un enjeu d'abord à améliorer la connaissance, la compréhension. Donc là, il y a un effort massif, un investissement massif dans cette connaissance, d'abord pour les donneurs d'ordre, pour les élus locaux, pour les décideurs locaux. Ça fait partie de nos recommandations que le 1% par an du budget de toutes les collectivités soit consacré à ce renforcement de cette connaissance, la formation, mais pas seulement la formation, l'élaboration de diagnostics partagés avec les populations pour que tout le monde soit à peu près au même niveau. Comment espérer résoudre un problème qu'on ne comprend pas bien ? Aujourd'hui, la majorité des acteurs locaux et dans les quartiers comme ailleurs, de notre point de vue, n'ont pas encore compris la réalité du problème à résoudre. Pour autant, encore une fois, il y a des acteurs connus, reconnus, qui sont capables de montrer des exemples de ce que l'on peut faire. La question de l'incertitude, elle me paraît importante. Comment on fait pour gouverner dans l'incertitude, pour piloter dans l'incertitude qui va continuer à caractériser les années à venir ? Il me semble qu'il y a au moins deux façons d'y répondre, vous les avez en partie évoquées. C'est déjà d'avoir un cap, de savoir où on veut aller, et donc de collectivement embarquer le territoire dans la définition d'une vision qui soit à moyen terme, qui soit à la fois résiliente à toutes les contraintes, mais aussi évidemment désirable et partagé. Et ensuite, qu'on puisse, à l'aune de ce cap, mettre en cohérence toutes les politiques, parce que là, on a beaucoup parlé de logement, d'habitat, d'aménagement. J'imagine que c'est lié à l'événement, mais tout cela n'a de sens que si toutes les politiques changent, et notamment les politiques de développement économique, d'action sociale, etc. Et ça, on en a assez peu parlé dans cette table ronde. Voilà, donc
un cap et puis un questionnement régulier. Ça aussi, c'est un point, c'est piloter dans l'incertitude, c'est chaque année se questionner sur ce qu'on a fait, sur les projets qui sont en cours, ne pas considérer que parce qu'on a lancé un projet de 4-5 ans, on va l'oublier pendant 4-5 ans. Non, les ressources vont être de plus en plus limitées. Il va falloir chaque année, régulièrement, questionner la façon dont on a affecté les ressources et être capable de renoncer à certains projets, de réorienter certains autres. Et ça fait partie aussi de cette nouvelle façon de gouverner dans l'incertitude. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. Donc, je voulais remercier nos intervenantes et intervenants. Et je crois qu'on a une pause qui est prévue maintenant avant de recommencer un petit peu plus tard. Ça sera mon cas en tout cas, puisque à 14h, je crois que nous avons une autre table ronde sur la question de l'agriculture urbaine. À tout à l'heure. Merci beaucoup.